Mesdames et messieurs, le projet que je publie aujourd'hui est le fruit d'un dialogue que j'ai conduit pendant plus de 3 ans avec les Français, avec la société civile, avec des centaines d'experts et d'élus engagés dans plusieurs dizaines de groupes de travail. Beaucoup d'entre eux sont ici et je veux commencer par les remercier sincèrement des efforts qu'ils ont accomplis. Ceux qui décrivent mon projet comme une purge ont tout faux. Ils sont aveuglés par la mauvaise foi et l'idéologie ou empêtrés dans leur propre manque de volontarisme. En réalité, ce projet est un projet de croissance. C'est un projet qui est porté par l'ambition de refaire de la France une grande puissance économique et politique. C'est un projet pour les jeunes. La génération précédente n'a connu que le chômage de masse. Je veux que l'avenir de notre jeunesse, ce soit une société de plein emploi, de finances publiques remises en ordre, de Français réconciliés avec eux-mêmes et un pays influent et capable de se défendre. La purge, la détresse sociale, le manque de perspectives, c'est maintenant que nous les avons. Elles sont le résultat d'années de démagogie et d'atermoiement. Penser que nous pouvons continuer sans réforme profonde relève de l'illusion la plus complète. Je ne demande pas non plus des efforts aux Français. Je leur propose de renouer avec la prospérité. Les efforts, c'est maintenant qu'ils les fournissent. Les 6 millions de chômeurs, les 9 millions de pauvres qui luttent chaque jour contre le déclassement ne sont pas loin de perdre espoir. Je pense que, contrairement à une large partie des élites, les Français ont compris cela. Ils sont conscients de la gravité de la situation, ils sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants, ils aspirent au sursaut, ils veulent retrouver la fierté d'une nation prospère, apaisée et influente. Ils attendent qu'on leur propose un chemin clair et déterminé. C'est tout le sens de mon projet. Ce projet, c'est le seul qui se fonde sur un diagnostic sans concession. Et c'est le seul qui présente un ensemble de mesures à la fois ambitieuses et réalistes. Ces mesures sont reliées par une cohérence technique, évidemment, mais aussi philosophique. Les Français assument leur histoire, ils chérissent leur culture, ils sont fiers des valeurs de la République. On ne redressera pas notre pays en trahissant ces valeurs. C'est cette cohérence que je souhaite maintenant vous présenter. Je vous décrirai aussi la méthode que j'entends suivre, car elle fait partie des innovations que je propose aux Français. Mon programme tient en 3 objectifs: libérer, protéger, réconcilier. Qu'est-ce que j'entends par libérer? Mon projet valorise la liberté économique, mais il va très au-delà de l'économie. Je propose aux Français un nouveau cadre de vie en commun. Nous devons fermement assurer leur sécurité, nous devons défendre les valeurs auxquelles ils sont attachés et nous devons les rendre à nouveau fiers de leur pays. Mais rien de tout cela ne sera possible si nous ne retrouvons pas d'abord notre puissance économique. C'est pour cela que mon projet se distingue radicalement de celui de mes concurrents. En s'attaquant enfin aux vrais verrous qui paralysent notre économie, il ramènera la France vers des niveaux de croissance de 2% et plus pour permettre une réduction durable du chômage et de véritables créations de richesses. Par prudence, comme vous le constaterez dans les documents qui vous ont été remis, nous avons bâti notre trajectoire budgétaire sur la base d'hypothèses plus conservatrices. Mais la mise en œuvre de ce projet nous permettra d'aller beaucoup plus loin. Contrairement aux caricatures, je ne propose donc pas de libérer les forces déchaînées d'un capitalisme sauvage obsédé par le profit. Je propose au contraire de permettre à chacun de déployer ses talents, de créer, d'innover, sans être paralysé par des freins inutiles ou excessifs. Et pour cela, il y a une condition préalable, il faut rétablir la liberté d'entreprendre et la liberté de réussir, en faisant sauter les verrous à la reprise de l'activité économique et de l'emploi. C'est le sens de mes propositions en matière d'entrepreneuriat. Elles visent à atteindre en 10 ans une densité d'entreprises de taille moyenne à mi-chemin entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, soit quasiment doubler leur nombre actuel, ce qui permettra de créer 3,5 millions d'emplois.
Pour parvenir à cet objectif, nous allons agir en profondeur sur l'environnement juridique et administratif des entreprises et de ceux qui entreprennent. D'abord, je propose d'alléger massivement les normes et les contraintes en les alignant sur les normes européennes sans ajouter d'obligations nouvelles. Je veux aussi faciliter le recours à l'auto-entrepreneuriat et créer le statut de prestataire indépendant pour que notre croissance soit beaucoup plus riche en emplois qu'elle ne l'est aujourd'hui. Promouvoir la réussite et l'activité, c'est aussi simplifier le droit du travail, mettre fin aux 35 heures et réformer le dialogue social. Je veux notamment refonder le Code du travail autour d'une idée simple, n'y laisser que ce qui relève des normes sociales fondamentales et renvoyer le reste à la négociation. Et c'est rendre la fiscalité du capital moins punitive pour encourager l'investissement, notamment en mettant en place une flat tax à 30% sur les revenus du capital qui remettra la France dans la moyenne européenne. Je veux enfin baisser massivement les impôts et les charges sur les entreprises. Je propose un effort de 40 milliards d'euros qui entraînera un véritable choc de compétitivité et leur redonnera les moyens de se mesurer à la concurrence internationale. Pour financer ces baisses de charges et pour libérer notre économie, il faut aussi réformer notre sphère publique. Elle doit être un atout et pas un frein. Je compte augmenter le temps de travail de la fonction publique jusqu'à 39 heures, en relançant le dialogue social qui est au point mort depuis 5 ans et en mettant en place de véritables contreparties en termes de revenus, de perspectives de carrière et de motivation des agents publics. Les Français doivent pouvoir compter sur un État fort qui ne croule pas sous les déficits et qui est capable d'offrir à ses agents publics de réelles perspectives de carrière. Je veux faire 100 milliards d'euros d'économies de dépenses publiques sur 5 ans et réduire de 500 000 le nombre d'emplois publics par le non-remplacement d'un départ sur 2. Cela représente une baisse de l'ordre de 8% sur le quinquennat, ce qui est tout à fait raisonnable. Là encore, il s'agit de revenir vers la moyenne de nos voisins, qui ne sont pas moins bien administrés que nous. Je veux inventer un nouvel État qui sera guidé par un principe de simplification. Pour chaque information, un seul canal. Pour chaque finalité, une seule procédure. Et pour chaque politique, un seul interlocuteur. Je veux, au sein de l'État, engager une véritable révolution du bon sens au service des citoyens comme au service des fonctionnaires. Mais le monde dans lequel nous vivons est complexe, il est mouvant, il est incroyablement créatif et instable. Et beaucoup de nos compatriotes se sentent fragilisés, voire menacés, par cette globalisation et ces transformations incessantes. Mon projet vise donc aussi, et c'est le deuxième aspect, à assurer une meilleure protection des Français et des atouts de notre pays dans la compétition internationale. Sans cette protection, la liberté ne peut pas être assurée. La première priorité pour moi, c'est de garantir aux Français leur droit fondamental à la sécurité. C'est le sens de mes propositions consistant à recentrer l'État sur la sécurité, la justice, la lutte contre le terrorisme et la défense. Le rétablissement de notre outil de défense est une urgence absolue. Immédiatement après l'élection présidentielle, nous lancerons une revue stratégique en vue d'une nouvelle loi de programmation militaire qui sera adoptée au premier semestre 2018. Le budget de la défense augmentera dès 2018 avec pour priorité le renforcement des capacités opérationnelles. Et notre objectif est que le budget de la défense atteigne au moins 2% du PIB à la fin de la prochaine loi de programmation. En faisant de la défense une priorité d'action immédiate, nous permettrons à nos armées de retrouver tout de suite les moyens opérationnels nécessaires à l'exécution de leur mission. Nous améliorerons la condition sociale des militaires, qui a été injustement négligée, alors qu'elle doit exprimer la reconnaissance et l'appui de la nation à nos armées. Je souhaite aussi mettre fin au laxisme en matière de sécurité et d'autorité. Ce laxisme nuit en priorité aux plus démunis, aux habitants de ce qu'on appelle les quartiers, à tous ceux qui ont moins de moyens et moins de marge de manœuvre personnelle. L'ordre, le respect de la loi, l'autorité de l'État sont des valeurs sociales, des valeurs de la République. J'ai bien l'intention de les réhabiliter sans avoir à m'en excuser. Je veux notamment moderniser les moyens des forces de l'ordre en les déchargeant de leurs tâches bureaucratiques
je compte renforcer et généraliser les polices municipales, moderniser la justice et relancer la construction de 16 000 places de prison. Je lutterai sans relâche contre le totalitarisme islamique. J'ai prévu des mesures fortes pour nous protéger du terrorisme et pour stopper la radicalisation de certains milieux sur notre territoire. Et je propose une relance volontariste de notre politique étrangère pour que la France retrouve une influence sur ces sujets à l'échelle internationale. Protéger les Français, c'est aussi leur redonner tout de suite du pouvoir d'achat. Mon projet intègre un choc fiscal immédiat de plus de 10 milliards d'euros pour les ménages. Tous les salariés bénéficieront immédiatement d'un allègement de charges sociales qui leur procurera un gain de 350 € et donc de 700 € pour les couples qui travaillent. Nous allons améliorer la situation financière des familles qui investissent pour notre avenir avec le relèvement du quotient familial et le rétablissement de l'universalité des allocations. Nous allons porter une attention particulière aux retraités les plus modestes. Je veux revaloriser les petites retraites et augmenter de 10% les petites pensions de réversion. Cela ne sera rendu possible que par l'augmentation progressive de l'âge de la retraite à 65 ans. Nous devons enfin veiller au sort des plus faibles et garantir que personne ne sera laissé au bord du chemin. C'est avec cette volonté que j'engagerai un plan pluriannuel de lutte contre la grande pauvreté. Au-delà de ces politiques nationales, la protection des intérêts français passe aussi par une relance du projet européen en le recentrant sur ses missions prioritaires. Je souhaite que la France reprenne l'initiative pour que l'Europe se défende efficacement dans la guerre économique et assure une protection efficace contre toutes les menaces à nos frontières. La relance de l'Europe se fera par un nouvel élan donné à la relation franco-allemande. Je proposerai des actions concrètes pour donner une nouvelle vie à notre couple après les années d'atermoiement de François Hollande. Mais je veux aussi engager une véritable stratégie industrielle pour permettre à la France de rester une puissance économique et industrielle de premier rang, notamment dans les domaines d'avenir. J'assume ainsi une forme de patriotisme économique, renouvelé et modernisé. Il ne s'agit pas de protectionnisme, mais de défense et de promotion de nos intérêts dans le respect de la réciprocité. Toutes les grandes puissances ont cette volonté et j'estime que nous devons lutter à armes égales. Il n'est pas normal que dans certains de nos secteurs d'excellence industrielle, comme la défense ou les équipements de transport, le marché européen soit ouvert à tous, alors que les grands marchés nord-américains ou asiatiques sont fermés à nos entreprises. Je me battrai donc pour que l'Europe s'attaque enfin à ces déséquilibres, avec une volonté politique dont elle a souvent manqué, en tout cas jusqu'à présent. Ma politique industrielle ne se limitera pas à la baisse des impôts et à la libération du droit du travail. Je veux que notre pays se donne les moyens de protéger sa souveraineté économique et qu'il assume des objectifs de puissance. Il n'y a pas de grande puissance dans le monde qui ne soit pas industrielle. Or, nous vivons une nouvelle révolution industrielle avec le numérique, dont les effets exponentiels se diffusent dans tous les secteurs de l'économie et de la vie sociale. À nous d'entrer pleinement dans cette révolution, car nous en sommes capables, et nous sommes capables d'être un leader de ce secteur. Mon programme contient un ensemble de mesures fortes pour développer les filières de demain. Il faut d'abord éviter de nous faire imposer des normes ou des acteurs extérieurs, et nous devons tout faire pour garder nos talents, nos idées et nos technologies, au lieu de les laisser fuir à l'étranger. Je pense en particulier à des sujets comme le véhicule électrique, les énergies vertes, l'intelligence artificielle, le big data, l'open data, la blockchain, les objets connectés ou encore l'e-santé. Dans tous ces secteurs, nous avons des atouts considérables. Il n'y a aucune raison de les négliger ou de les brader. Je veux qu'ils puissent se développer efficacement. Ils contribueront au redressement et à l'avenir de notre pays. Je veux qu'ainsi nous préparions les Airbus de demain dans les nouvelles technologies. Enfin, le troisième axe de mon projet, c'est la réconciliation. Nous sentons tous que quelque chose est en train de se briser dans le lien social, dans notre solidarité nationale. Les Français ont aujourd'hui besoin d'être réconciliés avec eux-mêmes. Mes propositions vont dans ce sens. Dans tous les domaines, elles introduisent plus de solidarité, plus de dialogue et de coopération entre les acteurs. Partout, je veux recréer du lien social,
je veux substituer au rapport de tension des logiques partenariales. C'est le cas, par exemple, entre le monde éducatif et le monde de l'entreprise. La relance massive de l'apprentissage et de l'alternance que je propose permettra de retisser ce lien rompu entre des institutions qui ont tout intérêt à travailler ensemble. De même, en voulant refonder l'école, j'ai l'intention de réconcilier les Français avec cette institution qui est la plus noble de la République et qui a été négligée ces dernières années. Je souhaite la refocaliser sur ses missions fondamentales, apprendre à lire, écrire, compter, connaître l'histoire de notre pays et ses valeurs civiques, apprendre un métier, apprendre le respect et la fraternité. La laïcité est un autre pilier de notre République autour duquel les Français doivent se rassembler. Elle est aujourd'hui affaiblie alors qu'elle est fondamentalement une valeur de réconciliation. Je serai intraitable avec l'islam radical et l'antisémitisme. Mon projet comprend des actions fortes, comme le strict contrôle administratif du culte musulman, tant que son ancrage dans la République ne sera pas achevé. Réconcilier, c'est aussi une nécessité entre le monde agricole et la grande distribution, avec un dialogue qui doit être plus équilibré et plus équitable. Réconcilier et relancer le dialogue, c'est aussi ce que je propose entre les pouvoirs publics et le monde associatif, sur les domaines de priorité nationale que sont le handicap ou la grande pauvreté. Les pouvoirs publics n'ont pas la science infuse, ils doivent mieux prendre en compte la voix des acteurs de terrain, de ceux qui s'engagent au service de causes qu'ils connaissent mieux que quiconque. Je veux aussi rassembler les acteurs locaux, les entreprises, le monde de la recherche en matière de valorisation de nos atouts naturels, d'économie verte, de développement des territoires. Si nous voulons réconcilier les Français avec eux-mêmes et avec leur avenir, il faut que la préservation de l'environnement et le développement durable soient au centre de nos préoccupations. Un exemple parmi beaucoup d'autres en matière d'économie maritime, je souhaite créer une alliance pour la croissance bleue sur le modèle de l'Alliance Industrie du futur. Elle réunira les représentants des secteurs économiques, les acteurs scientifiques et académiques et les collectivités territoriales. Elle sera chargée de construire avec l'État la stratégie de croissance bleue et d'assurer son déploiement en consolidant les secteurs économiques maritimes traditionnels. La dépendance est un autre sujet sur lequel la coopération entre les acteurs doit être encouragée. Ce sera le cas entre les familles et les personnes âgées et dépendantes, avec la généralisation des services à la personne. Pour en faire un nouveau modèle économique, j'ai prévu plusieurs mesures qui favoriseront la prévention et le maintien à domicile. Par exemple, je propose de créer des moniteurs de services sur le modèle des care management japonais, suédois ou canadiens, chargés d'informer les personnes âgées et leurs familles, de coordonner la prise en charge et de contrôler la qualité des services. Je propose aussi de lancer un plan de professionnalisation des aides à domicile, intégrant le développement des nouvelles technologies et la recherche d'une efficacité accrue des services. Mesdames et messieurs, libérer, protéger, réconcilier, ces trois objectifs forment un projet ambitieux. Il ne pourra réussir que s'il est mis en œuvre avec méthode et avec détermination. Les premières semaines et les premiers mois seront cruciaux. Je ne perdrai pas de temps. Je mettrai en œuvre ce que les Français auront choisi. Je ne laisserai pas les lobbies, les intérêts catégoriels, les corporatismes et les conservatismes freiner ce mouvement qui aura été décidé de manière démocratique. Dans la foulée de l'élection présidentielle, la vie publique sera profondément réformée. Nous la mettrons au niveau des meilleurs standards internationaux. Je constituerai un gouvernement restreint avec 15 membres au total. Les ministres seront choisis sur un critère exclusif, celui de la compétence. Les effectifs des cabinets seront limités à 10 personnes. Les ministres signeront un code de conduite des membres du gouvernement. Ce code garantira notamment la collégialité et la solidarité gouvernementale, la prévention des conflits d'intérêts et la bonne utilisation des moyens publics. Les ministres auront des objectifs précis à remplir, avec des échéances à respecter. Leur action fera l'objet d'un suivi qui sera publié. Les ministres qui n'atteindront pas leurs objectifs ne resteront pas au gouvernement. L'État n'est pas une entreprise, mais il n'est pas interdit de s'inspirer des techniques managériales qui ont fait la preuve de leur efficacité dans le monde entier. Nous engagerons aussi, dans le respect de la séparation des pouvoirs, un processus associant étroitement les parlementaires
en vue de la modernisation de leur statut et de celui de leurs collaborateurs. Dans les 3 mois suivant l'élection, nous adopterons les grandes réformes économiques autour de 4 axes principaux. D'abord, nous engagerons un vaste plan pour alléger les contraintes et lever les freins à l'embauche et à l'activité. Il intégrera notamment la réforme du droit du travail, la suppression des 35 heures et du compte pénibilité. Deuxièmement, nous rétablirons la compétitivité des entreprises par la baisse des charges, la réforme de la fiscalité du capital et la réforme des retraites. Troisièmement, nous stimulerons le pouvoir d'achat des Français, notamment par le forfait de charges salariales, par l'augmentation des petites retraites et le relèvement du quotient familial. Enfin, quatrièmement, nous lancerons un grand mouvement de baisse des dépenses publiques et de simplification des procédures administratives. Au-delà de ces initiatives de court terme, nous aurons engagé, avant la fin de l'année 2017, 3 démarches de fond. Nous aurons lancé un ensemble de grands programmes prioritaires en matière de handicap et de grande pauvreté. Nous aurons adopté des plans d'action en matière de justice et de sécurité, ainsi que la revue stratégique en matière de défense. Et nous aurons activé une initiative européenne globale pour consolider la zone euro, pour rétablir une réciprocité véritable en matière commerciale et pour renforcer la sécurité aux frontières communautaires. Mesdames et messieurs, avant la fin de l'année, la France sera entrée dans une nouvelle époque. Notre action sera massive, puissante, méthodique. Dans tous les domaines, j'irai plus loin que ce que proposent les autres candidats à la présidentielle, toujours séduits par les demi-mesures ou par les propositions folles. Notre action permettra de rétablir de manière immédiate la confiance qui s'est évaporée au fil des ans. Dès les premières semaines, chaque Français verra que quelque chose d'inédit est en train de se produire. Chaque observateur étranger comprendra que le redressement de la France est enfin enclenché. Je vous remercie de votre attention et je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. On vous a distribué mon projet pour la France et vous avez ici à droite... Comment ? On ne vous l'a pas distribué, mais on va vous le distribuer alors. Et vous avez ici à droite tous ces auteurs qui sont, le cas échéant, prêts à m'assister dans la réponse aux questions que vous allez me poser. Qui est-ce qui distribue le micro ? Oui, bonjour. RFI, Christophe Boisbouvier. Vous dites souvent, Monsieur Fillon, qu'en politique étrangère, vous venez de parler de la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'État islamique oblige à s'allier à des partenaires qui ne sont pas toujours des modèles de démocratie. Vous pensez notamment à la Russie. Là je pense à la Turquie. Si on avait interdit au ministre turc des Affaires étrangères de venir faire meeting en France, est-ce qu'on n'aurait pas pris le risque de braquer un allié fondamental dans la lutte contre l'État islamique ? On est un petit peu éloigné du programme, mais je vais quand même y répondre à cette question parce qu'elle est fondamentale. D'abord, oui, il faut parler avec tout le monde. Il faut parler avec la Turquie, il faut parler avec la Russie, il faut parler avec l'Iran, il faut parler avec l'Arabie Saoudite, sinon on n'a aucune chance de lutter de manière efficace contre le totalitarisme islamique, qui n'est pas seulement l'État islamique, mais qui est une forme de totalitarisme qui est en train de s'étendre quasiment du Pakistan jusqu'à l'Afrique occidentale. Mais ça n'empêche pas que face à un événement particulièrement scandaleux, qui est l'attitude du gouvernement turc à l'égard de l'Allemagne et des Pays-Bas, nous devions avoir une réponse solidaire. Voilà. On n'est pas obligé de rompre, il ne s'agit pas de rompre les relations avec la Turquie, il s'agit de dire à la Turquie qu'il y a des limites qui ne doivent pas être dépassées et que la venue d'un ministre turc dans ce contexte-là, après les incidents qui se sont produits dans d'autres pays européens et après les propos inacceptables, intolérables tenus par le gouvernement turc, nous aurions dû faire preuve, par solidarité avec les autres Européens, d'une attitude ferme à l'égard du gouvernement turc. Monsieur Fillon, bonjour. Michel Urvois, Ouest France. Quand on regarde votre projet, on s'aperçoit qu'un certain nombre de choses coûtent, et ce sont les premières choses, et qu'un certain nombre de choses rapportent éventuellement, mais dans un second temps. Est-ce que ça veut dire que vous passez par une phase de déficit accru ? Est-ce que vous ne craignez pas que la hausse des taux vienne fragiliser vos équilibres ? Et est-ce que ça ne complique pas
votre relation dans un débat de confiance avec l'Allemagne? La hausse des taux est une menace. Et c'est une menace qui justifie le projet que je propose et qui, justement, invalide les projets de mes concurrents. Les projets qui ne comportent pas d'efforts puissants de réduction de la dépense publique et de réorganisation de notre économie sont des projets qui ne permettront pas de lutter contre une hausse de taux. La hausse des taux compliquera la mise en œuvre de mon projet, elle compliquera la mise en œuvre de tous les projets, mais encore faut-il que ces projets soient de nature à améliorer les performances économiques de notre pays et à réduire sa dépendance financière. S'agissant des déficits, nous allons hériter d'un déficit plus important que celui qui a été annoncé par le gouvernement. Je l'estime autour de 3-4 pour cette année, et si rien n'était fait, en augmentation en 2018. Car le gouvernement de M. Hollande a savamment distillé des dépenses reportées à 2018 de manière à présenter un projet de budget ou un budget 2017 plus acceptable, mais qui est en réalité en trompe-l'œil. Donc je prends en compte cette situation. J'accepte l'idée qu'il y ait une petite augmentation du déficit en 2017, que nous soyons encore en dessous de 3% en 2018 pour passer en dessous de 3% en 2019. C'est un sujet qui ne fera pas l'objet de difficultés avec nos voisins européens si nous sommes dans une perspective de réforme structurelle. Si nous ne sommes pas dans une perspective de réforme structurelle, ça veut dire en réalité que les déficits ne seront pas contenus, ce qui a été le cas pendant ce quinquennat. Des discussions que j'ai pu avoir avec la chancelière allemande il y a quelques semaines, je retire que la préoccupation principale de nos voisins allemands, c'est de voir la France se redresser sur le plan de la croissance, sur le plan de la force de son économie, parce que seule la croissance et l'amélioration de l'économie française permettra d'améliorer la situation financière. Et j'ajoute une dernière chose, c'est que mon projet est le seul qui aboutit à l'équilibre des finances publiques à l'issue du quinquennat. Le projet, disons, le plus proche du mien n'aboutit pas à l'équilibre des finances publiques. Il continue à enregistrer un déficit, certes plus faible. Tant que nous n'atteindrons pas l'équilibre des finances publiques, nous n'enclencherons pas sérieusement la baisse de la dette et donc nous ne commencerons pas à résoudre la question principale qui est le poids de la dette sur l'économie française et sur la tête de nos enfants. Monsieur Fillon, Claire Fournier pour CNBC, c'est une question que se pose beaucoup la presse étrangère. Comment est-ce que vous pouvez porter ce projet avec des réformes ambitieuses qui demandent, quoi que vous en disiez, des efforts aux Français, alors que vous n'êtes pas vous-même irréprochable? Est-ce que vous êtes audible? D'abord, la première, vous dites des efforts, je maintiens que ce projet ne demande pas d'efforts. Il demande à chacun, il donne des perspectives et il vise à donner de l'emploi à tout le monde. Voilà. Et en continuant inlassablement à répéter que ce projet demande des efforts alors que les autres n'en demanderaient pas, vous contribuez, c'est un vous collectif, à entretenir une illusion. Vous croyez que les gens qui sont au chômage aujourd'hui ne sont pas confrontés à des efforts? Et vous pensez que la pauvreté qui augmente dans notre pays, ce n'est pas un effort inacceptable qui est demandé à une grande partie de la population française? Donc oui, si on veut redresser les comptes publics, il faut que l'ensemble des fonctionnaires acceptent de travailler un peu plus, surtout pour avoir eux-mêmes des perspectives de salaire et des perspectives de carrière. Quant à la deuxième partie de votre question, il n'y a qu'une seule chose qui existe en démocratie, madame, c'est la volonté du peuple. Donc les Français, c'est eux qui choisiront. C'est eux qui se détermineront. C'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas je ne sais quels observateurs, c'est les Français. Et c'est le suffrage universel qui donne le pouvoir aux gouvernants d'agir. Seulement le suffrage universel. Et c'est donc devant le suffrage universel que je suis debout. Monsieur Fillon, Louis Osalter de Marianne. Pendant la campagne de la primaire, vous vous placiez dans l'idée d'un mandat unique. Est-ce que vous êtes toujours dans cette idée-là? Est-ce que vous en faites un engagement de campagne, ne pas se représenter devant les électeurs si vous êtes élu président de la République? J'ai toujours dit, qu'il ne fallait pas graver dans le marbre de la Constitution cette proposition.
Je pense que ce serait dangereux. Je pense que la Constitution doit pouvoir, et les institutions doivent pouvoir s'adapter à des situations différentes. Et j'ai toujours dit que personnellement, j'étais dans l'esprit de ne me présenter qu'à un seul mandat, parce que je voulais jeter toutes les forces dans la bataille, permettre le redressement national, et je réitère devant vous cet engagement. Bonjour Monsieur Fillon, Jérémy Brossard, BFM TV. Vous étiez engagé il y a quelques mois à dévoiler le nom du Premier ministre et des ministres qui seront en charge de mettre en œuvre le programme que vous venez de détailler. Il semble que ce ne soit plus d'actualité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Merci. Oui, pour une raison très simple, c'est que ça fait un mois que la campagne présidentielle est polluée par des polémiques qui n'ont pas de raison d'être, en tout cas qui n'ont pas de raison de prendre la dimension qu'elles ont prise. Ces polémiques ont conduit à des crises successives, y compris au sein de ma propre famille politique. J'ai entrepris, après un soutien populaire massif, de retisser ces liens entre chacun des membres de ma famille politique, tous ceux qui représentent la droite et le centre. Vous voyez que le temps s'est écoulé. Il reste 6 semaines avant l'élection présidentielle. Ces 6 semaines, elles vont être employées à fond, d'abord au retissage de ces liens et à la campagne vis-à-vis des Français. Et donc, dans ces conditions, je ne suis pas en mesure de présenter une équipe gouvernementale comme j'aurais aimé le faire, dans un climat plus serein, beaucoup plus tôt, avec cette idée que les membres du gouvernement doivent en tout cas, sinon être désignés à l'avance, il n'en est pas question, parce qu'il y a des élections législatives, il y a un processus démocratique, mais au moins qu'il y ait une sorte de shadow cabinet avec des hommes et des femmes dont on sait qui portent les projets qui seront mis en œuvre. Ce shadow cabinet, il existe, il est ici, ce sont tous ceux qui ont travaillé à ce projet, mais pour des raisons évidentes de solidarité, d'apaisement des conflits au sein de ma propre famille politique, je n'irai pas jusqu'à désigner à l'avance les membres d'équipe gouvernementale. Bonjour, Camille Collin pour LCI. Une question sur les centristes qui vous ont appelé la semaine dernière à des initiatives de rassemblement. Est-ce qu'il y a, les centristes à l'UDI, est-ce qu'il y a des initiatives de rassemblement dans ce projet que vous présentez ce matin? Ce projet, il a fait l'objet d'une discussion avec l'UDI depuis plusieurs semaines. Et beaucoup des amendements, des propositions que l'UDI ont formulées ont été reprises dans ce projet. Il y a quelques différences qui subsistent entre nous, c'est normal, puisque nous ne sommes pas centristes. Il y a des centristes, il y a les républicains, et nous allons aller ensemble à la bataille à la fois pour la présidentielle et pour les législatives, avec quelques différences. Elles sont assez faibles, et ce projet reprend très largement l'esprit du programme qui était celui de l'UDI. J'ajoute que nous avons achevé la négociation entre l'UDI et les Républicains sur les investitures pour les élections législatives. Donc nous sommes parfaitement prêts à affronter le suffrage universel et à gouverner ensemble. Je vais peut-être juste profiter de l'occasion que vous me donnez pour préciser une formule que j'ai utilisée lors du discours du Trocadéro et qui manifestement a choqué nos amis centristes. J'ai parlé, m'adressant à M. Macron et à ses amis, de socialo-centristes. Je voulais naturellement désigner les amis de M. Macron et de M. Bayrou, et pas ceux de l'UDI. Et donc, si ces amis de l'UDI ont mal pris cette formule, je leur fournis cette explication en leur indiquant qu'elle ne s'appliquait pas à eux. Bonjour, Yohann Usaï pour CNews. Le troisième axe de votre projet est la réconciliation. Comment comptez-vous réconcilier les Français entre eux alors que votre propre famille politique est aujourd'hui elle-même très divisée? On va réconcilier les Français en leur proposant un projet de croissance, un projet qui permet d'atteindre le plein emploi, qui permet d'augmenter le pouvoir d'achat et qui permet d'introduire surtout de la liberté et de la confiance dans une société qui est au contraire aujourd'hui une société de bureaucratie et de défiance. Voilà, donc ce n'est pas une question de comment dirais-je, de débat politicien, c'est le fond qui compte. C'est la manière dont on va proposer aux Français un nouveau contrat. Quand j'ai préparé ce projet, je l'ai préparé en faisant le tour de France dans tous les sens, et j'ai ressenti, j'ai eu l'occasion de vous le dire à de nombreuses reprises, cette aspiration des Français à plus de liberté et à plus de confiance.
Et honnêtement, ce n'est pas une aspiration des chefs d'entreprise, ce n'est pas une aspiration du monde économique, c'est une aspiration de toutes les catégories de Français. Toutes les catégories de Français souffrent aujourd'hui de la bureaucratie, de l'excès de réglementation et de la défiance. Le dernier exemple en date, c'est le débat avec les collectivités locales. Au lieu de contraindre en permanence les collectivités locales pour essayer de les forcer à atteindre des objectifs qui finalement ne sont jamais atteints, et ça dure depuis 20 ans, eh bien, je propose aujourd'hui de passer à un pacte de confiance avec les collectivités locales, de laisser de la liberté au territoire pour s'organiser comme ils l'entendent, d'accepter qu'il y ait des expérimentations de conduite, d'accepter qu'il y ait une forme d'organisation du territoire qui puisse être différente d'un territoire à l'autre. Voilà, c'est comme ça qu'on va réconcilier les Français entre eux. C'est en leur laissant plus de liberté, en passant des contrats avec des objectifs, en n'étant pas en permanence sur leur dos pour vérifier que ces contrats sont respectés et ces objectifs sont atteints, jusqu'au moment où, naturellement, il faut tirer les bilans et remettre les choses en ordre. Bonjour Monsieur Fillon, Bruno Dive au Journal Sud-Ouest. Vous n'avez pas parlé dans votre propos liminaire de la hausse de 2 points de TVA et de la suppression de l'impôt sur la fortune. En revanche, je vois que ça figure dans le cahier explicatif. Alors, est-ce que ça veut dire que ça ne fait malgré tout plus partie de vos priorités? Bien sûr que si. C'est un des moyens de financer l'augmentation de pouvoir d'achat proposée par la baisse des charges sociales. Et je comprends que naturellement, jusqu'à la fin de la campagne, avec beaucoup d'acharnement, vous allez continuer à mettre en avant ISF, TVA, alors qu'en réalité, ce qu'il faut mettre en correspondance, c'est la baisse des charges et l'augmentation de la TVA. Je vous rappelle que la proposition que je fais, c'est ce qu'on appelle la TVA sociale, c'est-à-dire le transfert vers la TVA d'une partie du financement de la protection sociale. Un autre candidat propose de transférer cette protection sociale vers la CSG. Je pense que c'est une très mauvaise décision qui d'ailleurs impacte un beaucoup plus grand nombre de personnes et qui n'est pas liée à la consommation. Donc j'aimerais aussi à ce moment-là vous entendre parler des réformes de l'ISF proposées par ce candidat versus la hausse de la CSG. J'entends jamais ce discours. C'est trop simple de dire on va baisser la fiscalité de l'investissement et on va augmenter la TVA. Non, on va augmenter la TVA pour permettre de baisser les charges qui pèsent sur les salaires. Ça a 2 avantages. Le premier, c'est de taxer les importations, de faire en sorte que les importations, qui sont massives dans notre pays, participent au financement de la protection sociale. Et la deuxième force, elle consiste à donner du pouvoir d'achat supplémentaire aux salariés. Et donc à permettre une augmentation nette du salaire. J'ai évoqué tout à l'heure le chiffre de 350 €, 700 € pour un couple. C'est beaucoup plus, par exemple, que les réformes de l'impôt sur le revenu qui avaient été évoquées par certains candidats. Oui, bonjour. Vous avez parlé de donner un nouvel élan à la relation franco-allemande. Il se trouve que la chancelière Merkel, habituellement, en tant que chef de la CDU, apporte son soutien aux candidats de la droite en France. Elle l'a fait en 2012. Et là, on apprend qu'elle reçoit jeudi le socialo-centriste Emmanuel Macron. Est-ce que vous n'avez pas essayé de la convaincre que c'était une mauvaise idée? Non, parce que je considère qu'un chef d'État doit recevoir les candidats à l'élection, les principaux candidats à l'élection présidentielle. Il nous est arrivé nous-mêmes dans le passé de nous voir interdire l'accès de certains premiers ministres en Europe parce que le gouvernement français avait tout fait pour l'éviter. Je pense que ce n'est pas démocratique. Voilà, c'est parfaitement normal que la chancelière allemande rencontre les candidats à l'élection présidentielle. Mais je sais ce qu'elle pense. Je sais de quel côté balance son cœur. Je sais quel est son projet économique et politique et il est en concordance avec le mien. Lévin, agence polonaise de presse PAP. Vous parlez de vos projets européens dans votre programme. Que pensez-vous de l'idée de l'Europe à plusieurs vitesses? Le projet européen que je propose, il consiste justement à s'appuyer sur quelques priorités pour relancer un espoir pour une construction européenne qui est en panne. L'Europe aujourd'hui est en danger, un État très important l'a quitté, d'autres États peuvent suivre le même chemin, les extrémistes sont au bord du pouvoir dans plusieurs pays, y compris le nôtre.
et on voit chaque jour les peuples se détourner de ce projet européen. Donc il y a urgence à proposer un nouvel espoir européen. Ce nouvel espoir, pour moi, il passe par la mise en commun, par les États qui le souhaitent, de 4 ou 5 priorités. La première priorité, c'est la zone euro, c'est la monnaie européenne. Ce que je propose, c'est que se mette en place un gouvernement économique de la zone euro, non pas composé de ministres des Finances, comme c'est le cas jusqu'à maintenant, mais composé des chefs d'État et de gouvernement, pour donner toute la puissance nécessaire à ce gouvernement économique. Je veux que ce gouvernement économique se dote d'un secrétariat distinct de la Commission et qu'il mette en œuvre un agenda d'harmonisation fiscale. Je pense qu'en 5 ans, on peut harmoniser la fiscalité des entreprises sur la zone euro et se fixer un objectif de plus long terme pour la fiscalité des ménages. Quel serait l'avantage de cette politique ? Faire de la monnaie européenne un instrument d'indépendance et de souveraineté qui nous permette de résister à la fois au dollar et demain à la monnaie chinoise et à l'influence asiatique. L'Europe ne peut pas rester une forme de nain politique monétaire dans un monde où la compétition entre les États-Unis et l'Asie va devenir de plus en plus difficile. La deuxième priorité que je propose, c'est les frontières. On a besoin de frontières défendues, on a besoin de frontières qui soient des vraies frontières. Sinon, d'autres pays quitteront l'Union européenne ou d'autres pays réclameront le contrôle de leurs propres frontières et ça sera la fin de la libre circulation en Europe. Je propose donc qu'on fixe un cahier des charges des frontières européennes et que les pays qui sont capables de respecter ce cahier des charges adhèrent au fond à ce qui sera le nouveau traité de Schengen. La troisième priorité que je propose, c'est la défense. On voit chaque jour que notre sécurité est menacée, qu'elle est menacée d'une manière différente de par le passé. La menace principale, c'est celle que j'appelle le totalitarisme islamique, qui n'est pas seulement une menace terroriste. Face à cette menace, nous ne sommes pas protégés par l'Alliance atlantique. En tout cas, elle n'est pas destinée à cela, elle n'est pas organisée pour cela. Donc on a besoin d'une solidarité européenne, on a besoin d'une alliance européenne en matière de défense. C'est la troisième proposition. Et la quatrième proposition que je fais, c'est une politique ambitieuse en matière de développement du numérique, puisque c'est le levier de la croissance de demain. Il faut que les pays européens, en tout cas ceux qui l'acceptent, et ceux qui ont cette ambition, se mettent d'accord sur des règles communes en termes de fiscalité, en termes de normes, en termes de soutien à l'innovation, à la recherche, à l'investissement, de façon à ce que l'Europe ne soit pas sous la domination des États-Unis pour les services et de l'Asie pour les matériels et ce qu'on appelle le hardware. Donc c'est une vraie nécessité, il y a un vrai danger de voir l'Europe décrocher sur ces sujets, et je pense que ces 4 priorités-là permettraient de redonner un sens à un projet européen ambitieux et qui ne vienne pas en permanence heurter les nations dans ce qu'elles ont de plus fondamental et dans leur liberté. Oui, Thomas Hanke du Handelsblatt. D'abord, mes félicitations. Vous savez beaucoup de choses sur Mme Merkel, même de quel côté penche son cœur. Nous, on l'ignore. Pour revenir vers des sujets un peu plus austères, la politique budgétaire, malheureusement, ce n'est pas Mme Merkel qui décide les règles européennes, c'est la Commission européenne et l'ECOFIN. Et on se demande comment vous voulez recréer la confiance. Si vous faites un peu comme Sarkozy en 2007, vous arrivez et vous dites le respect des règles budgétaires, c'est pour les petits pays, mais pas pour la France. D'abord, ce discours ne tient pas la route une seule minute parce que le gouvernement actuel ne respecte pas les règles budgétaires. Il a dissimulé les comptes, il a reporté sur 2018 des dépenses qui sont des dépenses effectuées en 2016 ou en 2017. Et donc, la situation actuelle de la France ne correspond pas aux engagements qui ont été pris. Et la politique que je conduirai va amener à l'équilibre des comptes. Si ce n'est pas l'objectif que poursuivent l'ensemble des acteurs de la zone euro, je ne sais pas quel objectif ils doivent poursuivre. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de réduction possible du déficit et durable sans des réformes structurelles. Et c'est bien tout le problème de ce qui s'est passé en 2007. En 2007, vous avez raison, on a lancé un certain nombre de réformes structurelles.
On s'est heurté rapidement à la crise financière et une partie de cet effort de réforme a été brisée dans son élan par la crise financière. Il ne faut pas recommencer. Et il faut qu'entre le 1er juillet 2017 et la fin du mois d'octobre, les 3 grandes réformes que j'ai évoquées tout à l'heure soient votées. Et à ce moment-là, ma conviction est que le débat sera beaucoup plus facile avec nos amis européens. Peut-être une dernière question. Oui, bonjour, Alexandre Sulzer de l'Express. Vous dites que la compétence sera le seul critère pour la formation du gouvernement. Est-ce que vous ne prenez aucun engagement concernant la parité? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous confirmez l'intégration de Charles Millon à l'organigramme de campagne? Merci. Alors, franchement, c'est une drôle de question que vous posez, parce que ça supposerait que les femmes ne sont pas compétentes, c'est ça que vous vouliez dire? Bien sûr qu'il y aura de parité, je l'ai répété inlassablement, le gouvernement sera paritaire. Je veux d'ailleurs faire remarquer que le premier gouvernement que j'avais composé en 2007 était strictement paritaire et qu'il était composé de 15 ministres. Sur la deuxième question, je ne confirme pas l'intégration de Charles Millon à l'organigramme de campagne. Je parle avec tout le monde, je parle avec Charles Millon comme je parle avec les hommes et les femmes qui sont au centre-gauche dans la majorité que j'essaye de constituer, mais Charles Millon n'a jamais fait partie de l'organigramme de campagne. Jamais. C'est intéressant d'ailleurs pour ceux qui, hier dans une émission, ont prétendu le contraire. Oui, Hervé Favre, La Voix du Nord. Une question sur l'Europe. Effectivement, l'opinion qui se détourne du projet européen, ça tient notamment au phénomène des délocalisations et des travailleurs détachés. Un cas concret dans notre région, une usine Whirlpool qui est délocalisée en Pologne. Que ferait le président François Fillon face à cette situation? Et sur la circulaire des travailleurs détachés, vous demandez à ce qu'elle soit renégociée et qu'en fait le travailleur détaché ne coûte pas moins cher que le travailleur français. Comment vous y prenez pour faire admettre ça à vos partenaires? Sur le premier sujet, la première condition, c'est d'améliorer notre compétitivité. Voilà, ce n'est pas avec des mesures autoritaires, l'interdiction des délocalisations, la fermeture des frontières, que nous allons résoudre la question des délocalisations. Il y a eu un certain nombre d'exemples ces dernières années de décisions autoritaires des gouvernements, de coups de menton et d'actions volontaristes. À la fin, c'est toujours l'industrie qui perd des parts de marché en France par rapport aux autres pays européens. Donc la priorité, c'est bien de redonner à l'industrie française de la compétitivité. Si vous baissez les charges, si vous réduisez le poids des contraintes et des normes qui pèsent sur l'industrie, et si vous redonnez des capacités d'investissement aux investisseurs français, vous réduisez le risque de délocalisation. Et j'ajoute qu'il y a aujourd'hui, compte tenu des nouvelles technologies, compte tenu de l'automatisation, compte tenu du développement de technologies qui permettent de gagner en compétitivité, il y a beaucoup de raisons de relocaliser des activités industrielles sur notre territoire, à condition que la fiscalité soit raisonnable, à condition qu'on puisse investir, et à condition que ceux qui puissent investir puissent en tirer quelques bénéfices, sinon naturellement ils préféreront aller investir ailleurs, et notamment en Pologne, comme vous le disiez à l'instant. Sur le deuxième sujet, c'est un sujet sur lequel je serai absolument intraitable. Moi, je n'accepte pas qu'il puisse y avoir sur le territoire européen des travailleurs détachés qui ne paient pas au fonds de charge sociale correspondant au niveau du pays dans lequel ils travaillent. Ce que je veux, ce que j'ai d'ailleurs indiqué à plusieurs de nos partenaires européens, c'est que le coût d'un travailleur détaché corresponde dans chaque pays au coût moyen du travail. Alors vous allez me dire, il y a une question technique à résoudre, c'est que ces travailleurs détachés ne peuvent pas payer des charges pour des systèmes sociaux dont ils ne profiteront pas. Eh bien, à ce moment-là, il faut créer au niveau européen un dispositif auquel ces travailleurs ou les entreprises qui les emploient devront payer ces charges, et ce dispositif pourra être utilisé pour venir en soutien au plan social à des pays qui sont des pays plus défavorisés. Mais il n'est pas acceptable, il n'est pas possible de continuer à accepter qu'il y ait une telle différence de coût du travail entre les travailleurs détachés et les travailleurs français et les travailleurs des autres pays européens. C'est une raison de la colère des peuples. C'est aussi un dispositif qui vient affaiblir les entreprises, leur organisation. Et donc,
pour ma part, je serai tout à fait intransigeant sur ce sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut renégocier cette directive. Alors, sa renégociation est en cours. Il y a un projet qui est sur la table qui est mieux, qui est meilleur que que la situation actuelle, mais qui ne va pas suffisamment loin. Et donc, moi, je continuerai à exiger la renégociation jusqu'au bout de cette directive. Et j'ai indiqué que j'étais prêt, sur un sujet comme celui-là, à engager une épreuve de force avec ceux qui ne veulent pas bouger les choses, parce que je pense que ce n'est pas seulement l'intérêt de la France, c'est l'intérêt de l'Europe tout entière que de mettre un terme à ce qui est une forme de dumping social. Bonjour, Greg Viscusi, l'agence Bloomberg. Quelle sera votre stratégie pour mettre derrière vous toutes ces affaires qui, jusqu'à maintenant, ont dominé la campagne? Le suffrage universel, monsieur. Voilà, c'est la seule réponse, le suffrage universel. Et ça me donne une bonne occasion pour vous remercier et mettre un terme et conclure cette conférence de presse. Merci beaucoup.